Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous me captez très bien. Ici, c'est Dr Bruce Wembulua. Je suis infectiologue. Donc, j'ai la lourde tâche de réguler notre session d'aujourd'hui comme modérateur. Alors, sans transition, euh, nous allons passer la parole à Dr Nadège. Vous savez, Motema 24 fonctionne en collaboration avec l'Association des médecins congolais au Sénégal. Cette petite association devient de plus en plus grande et dirigée par Dr Nadège. Alors, nous lui passons la parole pour parler un tout petit peu en 2 minutes de l'association. Dr Nadège, si vous êtes dans la salle, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, cher maître. Euh, Merci déjà pour l'organisation. Merci à notre partenaire Motema 24 pour cette activité que nous organisons ensemble. Alors, s'il faut parler de l'association de médecins congolais œuvrant au Sénégal, qui sommes-nous? Alors, l'association de médecins congolais au Sénégal, c'est une association qui a été créée depuis 2016. Donc, avant 2016, certainement, il y avait des médecins congolais, mais chaque groupe évoluait pour son propre compte selon la province d'origine.
Mais en 2016, on a décidé, ou alors nos aînés qui étaient là, ont décidé de mettre ensemble tout le, je vais dire, de groupuscules pour faire des Amicos une grande plateforme réunissant tous les œuvrant ou évoluant au Sénégal qui étaient en cours de leur spécialisation. C'est quoi la vision? Notre vision, c'est d'abord créer en fait cet espace d'échange, cet espace en fait une communauté des médecins pour qu'on ne puisse pas être éparpillé, pour qu'on puisse avoir en fait cette vie communautaire alors que nous sommes ici à Dakar, sachant que une fois aux études, il y a beaucoup de défis, mais on a la possibilité d'avoir une communauté, une base sur laquelle on peut s'appuyer, quelle que soit sa province, quelle que soit sa langue, quelle que soit son université de départ. Alors, cette année, nous nous sommes fixés comme objectif, en fait, de créer ou encore d'insister sur nos activités ou alors de raviver certaines de nos activités. Et parmi ces grands piliers de notre projet, en tant que présidente de cette année, avec mon comité, bien sûr, dont le secrétaire docteur Patrick, que je sais qu'il n'est pas là, pas pour des raisons en fait académiques, mais il sera avec nous la prochaine fois, et également d'autres membres. Nous sommes en fait promis de travailler en collaboration avec d'autres plateformes de nos membres parce que après Ameco, ça a évolué. Il a des membres, on a des activités comme des activités faites avec Motema 24 qui nous permet en fait de faire cet objectif d'Amecos, de renforcer la vie communautaire et d'avoir des activités scientifiques et des formations en continu. À côté de cela, nous avons travaillé sur notre diplomatie, ce qui nous a permis de travailler avec la vice-doyenne de l'Université d'ICAD, de participer à d'autres activités extérieures, notamment le Congrès des femmes médecins du Sénégal, qui a organisé un congrès dans le cadre de networking de la santé des femmes en Afrique. Et également, nous avons eu l'opportunité de rencontrer plus d'une fois l'ambassadeur de la RDC et également le président du Sénat de la RDC. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur encore dans ces mêmes buts ou dans ces mêmes objectifs de participer en tant que partenaire avec Motema 24 sur l'activité portant ou la session des activités que nous avons commencé depuis la fois passée portant sur les maladies cardiovasculaires avec c'est l'objectif de d'élever les niveaux déjà de nous-mêmes pour arrêter parce que quand on est en spécialisation, des fois on se focalise sur sa spécialisation et certaines choses nous échappent. Mais dans ce genre d'activité, nous avons la capacité ou la possibilité, l'opportunité d'apprendre en fait ce que les autres font. Donc, sur ce, je nous souhaite vraiment un bon webinaire et une bonne écoute à tous. Et merci à tous les organisateurs et surtout à Dr. Liliane. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Grand merci, docteur Nadej. Docteur Nadej est DS en médecine nucléaire ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je l'ai dit à l'entrée, en fait, nous sommes là pour parler de l'hypertension artérielle sous toutes ses formes et aujourd'hui nous aurons l'honneur de parler de l'aspect rénal, l'hypertension artérielle d'origine donc rénale. Donc si on a la chance de discuter de ces différentes thématiques, c'est grâce à Motema 24. Alors nous laissons la place pour 5 minutes à un cardiologue que moi j'appelle le héros dans l'ombre, docteur Igor Edoumou, qui va nous parler en 5 minutes de ce que c'est la plateforme Motema 24. Top chrono, docteur. Merci beaucoup, Dr. Womboloa. En passant, nous voulons remercier et féliciter Dr. Émile Kabea qui, au nom de l'équipe de Motema 24, nous lui souhaitons une fructueuse carrière qui venait d'obtenir son diplôme d'études spéciales en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ainsi que Docteur Richard Kounet, a aussi obtenu son diplôme d'études spéciales en neurochirurgie. Donc, l'équipe de Motema 24 aura besoin vraiment, chers collègues, de votre collaboration. Alors, pour ce qui concerne Motema 24, ce qu'il faut retenir est que Motema 24 est une plateforme
de formation continue qui est appelée à devenir une grande fondation. Motema 24, c'est pas la RDC. Motema 24, c'est une plateforme qui est internationale. Alors, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quand est-ce que nous avons commencé? Nous avons commencé depuis l'année passée, mais ce qu'il faut rappeler, nous avons commencé les activités de formation continue en ligne depuis 2018. Et c'était la première plateforme de formation continue en ligne avec Motema 24. Alors, selon les données de l'OMS, il y a au moins 20 millions de décès par an liés aux maladies cardiovasculaires dans le monde. Et cela représente 75% de décès survenant dans les pays à ressources limitées. Face à cette situation, la plateforme Motema 24 œuvre pour renforcer les compétences des professionnels de santé, pour donner une réponse urgente à cette situation sanitaire. Donc, nous organisons des formations fondées sur les meilleures preuves scientifiques, avec comme seul objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients avec des EPU organisés sous forme de webinaires basés sur des recommandations des grandes sociétés savantes. Alors, quelle est notre mission globale? Donc, mon thème à 24, ce qu'il faut retenir, vise à contribuer à l'amélioration de la prise en charge des maladies cardiovasculaires et aussi des atteintes systémiques avec retentissement cardiovasculaire sur trois axes d'intervention, notamment un, nous travaillons sur l'amélioration des compétences des professionnels de santé. Deuxièmement, le deuxième axe, c'est l'amélioration du plateau technique. Le troisième axe, c'est l'amélioration de l'accessibilité financière de la population aux soins de santé de qualité. Parce que c'est sur base de ces trois axes que nous pouvons atteindre le norme de soins de santé primaire recommandé par l'OMS. Et sur le premier axe, notamment l'amélioration des compétences des professionnels de santé, nous avons comme activité la formation médicale continue en ligne, comme celle que nous organisons aujourd'hui. L'organisation de congrès, des webinaires, des stages de formation pratique, de programmes de spécialisation, et j'en passe. Alors, le deuxième axe, c'est sur l'amélioration du plateau technique. Nous visons de pouvoir intervenir en termes d'infrastructures, des structures sanitaires, des équipements médicaux modernes. Nous comptons aussi intervenir dans le domaine de l'ingénierie médicale. Et le dernier axe, c'est sur l'amélioration de l'accessibilité financière de la population aux soins de qualité. Donc, sur base sur cet axe, nous planifions sur une plateforme numérique assurer la consultation en ligne spécialisée, même assurer des avis spécialisés en ligne pour les médecins, que ce soit les médecins généraux, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. Donc, nous pouvons donner des avis, nous comptons organiser des, je m'excuse, des campagnes de consultations gratuites. Nous comptons faciliter l'accès aux soins, euh, aux médicaments essentiels, à apporter des soins, des soutiens aux populations vulnérables. Alors, c'est quoi notre programme pour l'axe de la formation continue? Les thèmes que nous abordons, c'est sur l'hypertension, les cardiopathies, les urgences cardiovasculaires, les pathologies systémiques avec atteinte cardiovasculaire et bien d'autres. Parce que les atteintes systémiques, que ce soit les pathologies infectieuses, les neuropathies, les néphropathies, les hépatopathies, les pathologies gastro-intestinales et j'en passe, peuvent interagir et retentir sur le cœur. Alors, la cible qui peut participer, c'est tout professionnel de santé, que ce soit les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les internes résidents, les professionnels médicaux. Donc, pourquoi Motema 24? Motema en lingala, dans ma langue d'origine, c'est le cœur. 24, c'est parce que le cœur fonctionne sans arrêt. Si le cœur s'arrête, c'est que c'est un arrêt cardiaque dont la personne ne peut plus être en vie. C'est-à-dire Motema 24, nous assurons une prévention aussi bien primaire, secondaire, voire même tertiaire pour que le cœur fonctionne et assure sa fonction de façon globale 24 heures sur 24. Et pour terminer, c'est quel jour? Nous avons fait un petit sondage récemment ici.
au moins 55,6% pour le premier sondage que nous avons fait, avaient opté à ce que nous puissions organiser ce webinaire le dimanche. Voilà pourquoi nous vous remercions pour votre partie. Comptons sur la collaboration de tout un chacun de nous pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Nous vous remercions. Merci. Merci, docteur Igor, pour avoir conclu avec cette note qui met tout le monde dans le bain. Sûrement, on va se demander que fait un infectiologue dans cette affaire-là. Vous vous rappelez d'endocardite, péricardite, embolie, septique. C'est là où l'infectiologue trouve un peu sa place dans cette famille de Motema 24. Donc, j'ai maintenant l'honneur d'introduire une sœur et qui a vraiment excellé en néphrologie dans un grand service de néphro ici au Sénégal. Elle fait la fierté de la République démocratique du Congo. Euh, J'appelle Dr Kombo Bobo Liliane. Elle va nous parler au fait de ce pourquoi nous sommes là. Alors, qui est Dr Kombo Bobo Liliane? Docteur Kombo Bobo Liliane, elle est spécialiste en néphrologie, formée ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est aussi diplômée en technique d'épuration extra-rénale et aussi diplômée en prise en charge des patients en réanimation néphrologique. Comme je l'ai dit tantôt, elle va nous parler d'une grande branche d'hypertension artérielle. C'est l'hypertension qui est due aux maladies rénales. Docteur Kombo Liliane, à vous la parole. Vous avez 40 minutes. En passant, je demande à tous les participants, dans la mesure du possible, veuillez renommer vos profils parce qu'il ne serait pas intéressant de vous appeler Galaxy S8, ainsi de suite. Merci, docteur Kombo. Vous avez la parole. Merci, docteur Brice, pour la parole. J'espère que vous m'entendez. Parfait. Allez-y, docteur. Mon audio, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, allez-y. On vous attend très bien. D'accord. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier consacré aux reins et à l'hypertension artérielle. Avant de commencer, je tiens à remercier Dr Brice pour cette aimable introduction. Ainsi, mes remerciements vont tout droit à l'équipe organisatrice pour cette confiance, ainsi qu'à l'organisation de cette session. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous connecter pour partager avec nous cet atelier. En tout cas, j'espère que cette présentation sera utile pour vous et elle va répondre à vos attentes. Donc, comme Dr Brice vient de le dire, il m'a été demandé de vous présenter ce thème intitulé HTA d'origine rénale, diagnostic et prise en charge. En tout cas, quand on m'a donné ce thème, je me suis dit, ouf, est-ce que je dois parler seulement des maladies rénales qui entraînent l'hypertension artérielle ou d'épingler aussi des atteintes rénales au cours de l'hypertension artérielle. Donc, les maladies causées par l'hypertension, les maladies rénales causées par l'hypertension artérielle. Alors, vous allez m'excuser pourquoi j'ai épinglé aussi cet aspect. D'abord, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, je sais que peut-être il y a des néphrologues qui sont connectés. Ils savent très bien avec moi que si on est devant une hypertension et associée à l'atteinte rénale, c'est très difficile dans certaines situations de conclure d'emblée que c'est l'hypertension artérielle qui est à l'origine de l'atteinte rénale ou c'est l'atteinte rénale qui est à l'origine de l'hypertension artérielle. C'est très difficile, les néphrologues, ils seront d'accord avec moi. Alors, il y a une autre raison qui m'a poussé à épingler aussi
les maladies rénales au cours de l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que dans certaines atteintes rénales au cours de l'hypertension, il y a d'autres atteintes rénales qui est vraiment une urgence médicale et thérapeutique, à savoir l'angiosclérose maligne causée par l'hypertension artérielle. Il y a d'autres raisons, je pense que c'est une raison essentielle qui m'a poussée à épingler aussi cet aspect de parler des atteintes rénales au cours de l'hypertension artérielle. C'est parce que l'hypertension artérielle, c'est l'une des causes des maladies rénales chroniques qui amènent les patients en dialyse dans le monde. Après, c'est le diabète, c'est la phytothérapie. Alors, je me suis dit, si je ne parle pas de ça, c'est vraiment inutile. C'est pas pour banaliser la maladie, les causes de l'hypertension artérielle causée par des atteintes rénales, mais pour vous montrer l'impact de l'hypertension artérielle sur les reins également. Alors, quels sont les objectifs de cet atelier? À la fin de cet atelier, chacun de nous sera en mesure de distinguer reins coupables et reins victimes. Pourquoi je parle de reins coupables? J'ai essayé d'illustrer cette présentation par une image, par un visage de rein, et que le rein peut être coupable et il peut être victime. Donc, pourquoi cela? Vous allez comprendre. Donc, à la fin de cet atelier, chacun de nous sera en mesure de distinguer rein coupable et rein victime. Pourquoi? Parce que cela, ça va déjà orienter le type de bilan à demander. Ensuite, à la fin, nous serons à mesure de reconnaître une urgence vitale, à savoir la népho-angiosclérose maligne, comme je viens de le dire tantôt, qu'il faut jamais louper. Puis, nous allons pouvoir identifier la cause, donc les causes rénales plus spécifiques de l'hypertension artérielle. Et enfin, nous allons retenir les points pratiques les plus récents, notamment les nouveautés des KDIGO 2024. Alors, quelle définition qu'on donne? Je sais que je vais plus y revenir parce que Dr Mounir Dia, il nous a vraiment fait une très belle présentation au cours de la session passée. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la plateforme Motema 24 sur YouTube. Vous allez trouver, en tout cas, je vous conseille de regarder cette session à l'intégralité sur la plateforme Motema 24. Il nous a vraiment régalé sur la définition, les diagnostics, par rapport à notre contexte africain. Alors, je vais plus y revenir là-dessus. Ce qui est important, la question très pratique que chacun de nous doit se poser, quel chiffre je dois utiliser en consultation? Alors, on sait qu'il y a dans la littérature, il y a deux référentiels, à savoir celui de l'association, de la Société européenne de l'hypertension artérielle et de l'OMS, qui nous suggère, donc, qui nous recommande un seuil diagnostic de l'HTA supérieur à 140 sur 90 mm de mercure. Et il y a également la Société américaine de l'hypertension qui nous recommande un seuil diagnostic supérieur à 136-80 mm de mercure. Donc, est-ce qu'on doit se dire que ces deux grandes sociétés, elles sont en désaccord? Non, je dis qu'elles sont pas en désaccord. Pourquoi? Parce que elles ont choisi juste des seuils différents. Donc, elles ont choisi tout simplement de faire des choix méthodologiques différents à partir des mêmes essais cliniques. Donc, ce qui est rassurant pour nous est qu'il n'y a pas une mauvaise réponse ou une bonne réponse dans ces deux cas-là. Il est important seulement, je vous recommande de les connaître, tous les deux références, tous les deux référentiels, de les reconnaître
Pourquoi? Pour éviter les malentendus hein, en réunion multidisciplinaire, par exemple, ou avec un confrère formé dans une de ces écoles-là. Alors, de toutes les façons, on sera devant ces deux cas de féerie. On aura des situations. Lorsque notre patient présente une hypertension artérielle, que ce soit une hypertension artérielle fixée par rapport au décès là, et associée avec une insuffisance rénale, on aura des situations cliniques à distinguer d'emblée. Est-ce qu'on est devant un rein coupable? C'est-à-dire, c'est le rein qui est à l'origine de l'hypertension artérielle. Ou je suis devant un rein victime, c'est l'hypertension qui est à l'origine de l'atteinte rénale. Alors, pour comprendre cette illustration, on peut utiliser une image simple. Hein. Prenons les reins comme un thermostat de la pression artérielle. Quand ce thermostat est déréglé par une maladie, par exemple une maladie rénale, il va pousser la pression vers le haut. Et ça, on est devant un rein coupable. Maintenant, si la pression reste trop longtemps élevée, vous serez d'accord avec moi que c'est le thermostat lui-même qui finira par s'abîmer sous la pression. Et là, on est devant les reins victimes. En tout cas, cette image sera reprise tout au long de l'atelier et ça va nous aider à mémoriser la distinction sans avoir besoin de retenir toute la physiologie. Alors, sur le plan épidémiologique, on note plus de 2 millions des adultes hypertendus. En tout cas, ces chiffres, quand j'ai fait des recherches, ça m'a donné une idée, hein, ça justifie vraiment de façon très, très concrète pourquoi on dépiste plutôt systématiquement l'hypertension artérielle en consultation. On note également que l'HTA est le premier facteur de risque cardiovasculaire de mortalité au monde devant les tabacs et les troubles du cholestérol. Les chiffres qui tirent notre attention ici, c'est celui de 15 à 10% des hypertendus qui développent une atteinte rénale. En tout cas, ces chiffres peuvent sembler rassurants à la première vue, on peut dire presque anodins, mais il faut immédiatement les remettre en perspective avec le nombre total d'hypertendus dans le monde. Plus de 1 million adultes qui souffrent de l'hypertension. En tout cas, même un petit pourcentage présente plusieurs dizaines de millions de personnes exposées au risque de développer une insuffisance rénale. Et pourtant, on peut l'éviter hein, si il est repéré tôt. Donc, on peut dire que l'hypertension artérielle, c'est un tueur de l'ombre. Pourquoi? Parce que l'HTA est souvent silencieuse jusqu'à ce qu'une complication survienne, raison pour laquelle on la dépiste systématiquement en consultation de médecine générale par simple prise de tension, par exemple un dosage de la créatinémie, une bandelette urinaire, on peut faire. Et vraiment, cette pratique-là, c'est la prise de la pression artérielle, dosage de la créatinémie, etc., ont autant de valeurs. C'est souvent les seuls moments où la maladie peut être détectée avant qu'elle ne cause des dégâts irréversibles. En tout cas, je tiens à vous rappeler que les reins est le principal régulateur de la pression artérielle, surtout à long terme. La pression artérielle dépend de deux facteurs. Vous le savez, je ne peux pas revenir, docteur Mounir nous a parlé de ça. C'est le débit sanguin et les résistances vasculaires périphériques. Maintenant, à court terme, la régulation est assurée par le système nerveux autonome grâce aux barorécepteurs. À moyen terme, ce sont les mécanismes hormonaux, notamment les systèmes rénine-angiotensine, aldostérone. Enfin, à long terme, c'est les reins qui jouent un rôle principal en contrôlant l'excrétion ou la rétention du sodium et de l'eau, ce qui détermine le volume sanguin et donc la pression artérielle. Alors, comme le montre le schéma, je vais paraphraser. Nous avons docteur Dia nous avait bien expliqué là-dessus. Hein. Donc, lorsqu'il y a une baisse
de perfusion rénale, les reins libèrent de la rénine, ce qui va entraîner une cascade de réactions pour augmenter la pression artérielle. Donc, on sera devant ces deux visages du rein dans l'hypertension artérielle. Donc, dans les reins coupables, c'est une maladie du rein qui pousse la tension vers le haut, soit parce que le rein est mal irrigué par un obstacle, soit c'est parce que, ou soit c'est une maladie rénale. Alors, s'il y a un obstacle, le rein va déclencher une cascade hormonale, soit et même par une maladie rénale. Et dans ces cas, il y aura la rétention trop de sel et qui va entraîner une hypertension artérielle par la suite. Là, on est devant un rein coupable. Maintenant, dans les reins victimes, c'est l'inverse. C'est la tension déjà élevée année par année, année après année, et qui finit par abîmer les petits vaisseaux du rein. C'est un peu comme, je peux dire, une tuyauterie qui est soumise à une forte pression, et cette pression prolongée qui finira par la suite fissurer les petits vaisseaux. Donc, il est important de dire que cette distinction, bien que pédagogiquement très utile, n'est pas toujours évident en pratique. Donc, une fois que les vaisseaux du rein sont abîmés, ils vont encore activer à leur tour la même cascade hormonale que dans les reins coupables. Et ça va créer ainsi un cercle vicieux. Maintenant, parlons des causes lorsque le rein est victime. La népho-angiosclérose, c'est la première cause de l'atteinte rénale au cours de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire c'est l'hypertension artérielle qui entraîne une atteinte rénale. Et la première cause, c'est la népho-angiosclérose maligne. En tout cas, c'est une urgence vitale. On peut dire normalement, les vaisseaux du corps savent s'adapter à des variations. Les vaisseaux du corps savent s'adapter à des variations de pression grâce à des mécanismes protecteurs automatiques. Lorsque la pression monte trop vite ou trop haut, ces mécanismes sont débordés en fait. C'est un peu comme un barrage, je peux dire, qui est submergé par une forte pression d'eau, et c'est de la même façon, la paroi des petites artères se fissure. C'est cette lésion-là qui explique tous les signes que vous voyez là. Donc, il y a les signes neurologiques, à savoir des céphalées vraiment très violentes, des trous. Les patients vont dire que j'ai des trous visuels, parfois des convulsions. Donc, ces mécanismes s'expliquent par les mêmes mécanismes au niveau cérébral. Au niveau cérébral, il y aura une rupture de l'autorégulation qui entraîne un gonflement du tissu cérébral, donc l'édème cérébral réversible lié à la tension. Alors, c'est la même chose qui se passe au niveau du rein. Et il y a des signes extra-rénaux. Je tire votre attention sur les fonds d'œil. Alors, au niveau des fonds d'œil, on peut faire les fonds d'œil en quelques minutes et qui va mettre en évidence une rétinopathie hypertensive, peut donner vraiment une alerte rapide et fiable de gravité systémique sans attendre les résultats biologiques ou de la biopsie. Donc, il faut savoir que 2 tiers des NANS, c'est-à-dire des népho-angiosclérose maligne, surviennent chez les patients dont l'hypertension était déjà connue, mais mal suivie ou le traitement a été interrompu, d'où l'importance d'observance que nous allons parler plus tard. Donc, sur le plan biologique, devant cette népho-angiosclérose maligne, on va observer une insuffisance rénale aiguë avec une augmentation de l'urée, de la créatinémie et de l'acide urique. Donc, les lésions des petits vaisseaux provoquent une hémolyse mécanique caractérisée par une augmentation de la LDH, les haptoglobulines qui sera effondrée. Il y aura la présence des schizocytes et une thrombopénie de consommation.
En tout cas, c'est exactement les mêmes mécanismes dans les syndromes hémolytiques irémiques, je peux dire. Mais ici, ici, c'est déclenché par l'hypertension artérielle elle-même plutôt qu'une bactérie. Donc, le test de Lecombs sera négatif. C'est un détail, hein, c'est un détail vraiment simple, mais très utile en pratique, les tests de Coombs. Il va permettre d'exclure une cause auto-immune de l'anémie hémolytique et orienter d'emblée vers une origine mécanique liée à la microangiopathie thrombotique. Sur les plans histologiques, en tout cas, on n'a pas besoin de mémoriser tous les détails histologiques, mais de retenir un seul point pratique essentiel. On ne peut pas faire la biopsie tant que la tension n'est pas contrôlée, cher ami. Pourquoi? Parce que ça va exposer à un risque très hémorragique majeur et surtout sur les vaisseaux déjà fragilisés. Donc, que faire concrètement devant cette NAS maligne? Alors, concrètement, surtout aux premières heures, il faut hospitaliser les patients ou la patiente, faire une surveillance très, très rapprochée de la pression artérielle et de la diurèse, ainsi que de la fonction rénale. Donc, il faut baisser la pression artérielle progressivement, s'il vous plaît. On ne baisse jamais la tension trop vite dans ces contextes, même si elle est très, très élevée. En tout cas, je peux dire, ça peut sembler paradoxal, parce que la tension est déjà très haute et elle est dangereuse. Ben, normalement, il faut aussi la faire baisser aussi vite, mais c'est l'inverse qui est vrai. Pourquoi? Parce que un patient hypertendu, depuis longtemps, le cerveau et le rein se sont habitués à fonctionner avec une pression plus haute que la normale. Donc, la faire chuter brutalement revient à couper l'irrigation en dessous de ces seuils auxquels les organes se sont adaptés et ça va provoquer un manque d'oxygène, donc l'ischémie cérébrale et rénale. Donc, la règle pratique que je peux vous dire à retenir est de réduire la pression artérielle moyenne d'environ 20 à 25% sur les premières 24 heures, pas plus, en tout cas. Et c'est un repère simple, hein, c'est vraiment un repère simple qu'on peut garder en tête, même sans avoir la formule exacte des calculs de la pression moyenne sous la main. Alors, sur le choix des médicaments, on doit privilégier les molécules à effet, je peux dire, prévisible et titrable. Par exemple, les inhibiteurs calciques, etc. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On peut dire quoi dans notre contexte à ressources limitées? Donc, il faut savoir qu'une molécule, c'est ce que je dis toujours, une molécule orale, prise par la voie orale, bien sûr, qui est disponible en continu vaut mieux qu'un protocole intraveineux sophistiqué, mais impossible à poursuivre après la sortie du patient. Donc, la meilleure prescription est celle que le patient peut réellement suivre dans la durée. Alors, que dire de l'évolution et le pronostic de la NAS maligne? Au cours du premier mois, on observe souvent une aggravation transitoire de la fonction rénale. Cela s'explique par, je peux dire, une hypoperfusion rénale liée à la baisse rapide de la pression artérielle après le début du traitement. Donc, chez certains patients, une dialyse aussi temporaire peut être envisagée et nécessaire. Ensuite, avec une prise en charge adaptée et un bon contrôle de la tension artérielle, on peut récupérer la fonction rénale partiellement, voire même totalement chez certains patients. Donc, à long terme, qu'est-ce qu'on va observer? Ces patients nécessitent vraiment un traitement antihypertenseur strict et qui sera poursuivi à vie pour éviter les récidives et protéger les reins ainsi que les autres organes. Donc, si c'est graphique, je vous ai dit, j'ai cherché une historique. Donc, ça montre vraiment les pronostics historiques à l'époque et à l'absence de traitement dans les années 2000. On observait environ 50 patients qui décédaient en 2 mois. Et après,
c'est 90% en un an. Lorsqu'ils attrapent donc ils présentent une NAS maligne. En tout cas, ces données montrent la gravité de la maladie avant les traitements actuels. Donc aujourd'hui, grâce à une prise en charge précoce, avec un contrôle rapide de l'hypertension et une dialyse si nécessaire, le pronostic vital s'est considérablement amélioré. Mais il faut noter que des complications restent possibles, notamment une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale chronique définitive, une encéphalopathie hypertensive ou voire même un AVC. Alors, après l'urgence vitale de la NAS maligne, on aborde alors sa forme lente, qui est la néphroangiosclérose bénigne. En tout cas, ce terme bénin peut prêter la confusion pour dire que c'est sans conséquence, mais non. Ça veut dire tout simplement que l'évolution s'est faite sur des années plutôt que en quelques heures. Et c'est comme en quelques heures, comme dans la NAS maligne qu'on vient de voir. Donc, la NAS bénigne, la néphroangiosclérose bénigne, est généralement, je peux dire, découverte lors du suivi d'une HTA ancienne devant une protéinurie modérée ou devant une altération progressive de la fonction rénale. Parfois même, elle est découverte au stade d'IRC avancé ou à l'occasion d'une complication cardiovasculaire de l'HTA. Donc, le profil est celui d'un patient hypertendu de longue date avec atteinte d'organes cibles comme HVG, donc ou la rétinopathie hypertensive est souvent associée avec des facteurs de risque tels que une HTA sévère ou le tabagisme. Donc, le point essentiel à retenir ici est que l'HTA précède l'atteinte rénale. Devant donc la néphroangiosclérose bénigne, c'est que vous pouvez retenir que l'HTA qui précède l'atteinte rénale. Donc, à l'absence d'arguments en faveur d'une autre néphropathie, en tout cas, ça constitue les principaux arguments diagnostiques, d'autant plus que la biopsie est rarement nécessaire dans cette situation. Donc, sur le plan clinique, on retrouve une insuffisance rénale avec créatinémie élevée, une protéinurie modérée, généralement inférieure à 1 gramme par 24 heures, les sédiments urinaires normaux sans hématurie, et à l'échographie rénale, on retrouve les reins de petite taille mal différenciés souvent. Donc, l'évolution va dépendre essentiellement du contrôle de la pression artérielle. Un traitement efficace permet de stabiliser la fonction rénale, tandis qu'une hypertension artérielle mal contrôlée expose aux complications cardiovasculaires et à la progression de la maladie vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, le message à retenir ici est que devant une insuffisance rénale chronique associée à une HTA ancienne et peut-être la présence d'une protéinurie modérée ou un sédiment urinaire banal comme ça, il faut fortement évoquer une néphroangiosclérose bénigne. Donc, le contrôle strict de la pression artérielle reste le principal levier pour ralentir sa progression. Alors maintenant, parlons des reins coupables, c'est-à-dire ce sont les maladies rénales qui causent l'hypertension artérielle, avec la première grande cause à connaître l'obstacle mécanique sur l'artère rénale. Autrement dit, la sténose de l'artère rénale. Alors, pour expliquer ces mécanismes, qu'est-ce que je peux dire? Tout simplement, c'est lorsque l'artère qui alimente les reins est rétrécie et les reins reçoivent moins de sang qu'ils devaient recevoir normalement. Alors que les reins voient cela, les reins vont voir cela comme un signe de la pression trop basse dans tous les corps. Et même si en réalité la personne avait une pression artérielle normale ou élevée, et les reins vont réagir comment? Il va réagir en sécrétant la rénine et il va déclencher toute la cascade hormonale que nous avons vue tantôt. Et comme le résultat, on aura quoi? La tension artérielle va monter alors que le problème initial est purement local au niveau d'une seule artère. Vous voyez un peu. Donc, en pratique,
certains signes doivent faire évoquer ces diagnostics. Déjà, une hypertension artérielle, résistance d'apparition brutale après 50 ans. Une HTA, par exemple, chez un patient polyvasculaire, la présence d'un souffle abdominal à l'auscultation abdominale, ou encore des épisodes d'œdème aigu pulmonaire ou une insuffisance rénale. J'insiste, une insuffisance rénale après l'introduction d'un IEC ou d'un RAD. Donc, vous voyez un patient qui était stable, et sa pression artérielle était contrôlée, par exemple, par d'autres antihypertenseurs. Lorsqu'on essaie d'introduire, par exemple, il avait une fonction rénale normale, on essaie d'introduire IEC ou ARAD, pouf, la fonction rénale grimpe. Donc, en tout cas, devant ces situations, ça peut nous faire penser à une sténose bilatérale ou sur une sténose sur un rein unique. Alors, comment expliquer ces mécanismes? Que j'insiste vraiment à faire attention. Donc, les IEC et les ARAD suppriment les mécanismes de compensation qui est la vasoconstriction efférente, qui maintenait la filtration malgré la sténose de l'artère rénale. Donc, enlever cette compensation, ça va faire chuter brutalement la fonction rénale. Donc, si la créatinémie grimpe nettement après avoir démarré avec un IEC, pensez à cette cause avant d'incriminer les médicaments lui-même. Donc, sur le plan biologique, on retrouve souvent une hyperaldostéronisme secondaire avec une hypercalémie. Les rapports aldostérone-cyrénine restent inférieurs à 64. Et ce qui permet de différencier cette situation d'un hyperaldostéronisme primaire, c'est ça en fait. Donc, les rapports là sera inférieur à 64. Donc, l'écho Doppler des artères rénales reste l'examen de première intention. Pourquoi? Parce qu'elle est simple et non évasif, non irradiant et largement disponible, même en tout cas, même dans notre contexte en ressources limitées. Mais en cas de doute, qu'est-ce qu'on va faire? Avant même une éventuelle révascularisation, on va voir, on complète par un angioscanner ou une angio-IRM. Donc, l'artériographie est réservée lorsqu'un geste thérapeutique est envisagé. Enfin, sur les plans étiologiques, la cause la plus fréquente de la sténose des artères rénales est la sténose athéromateuse. Mais il faut également penser à la dysplasie fibromusculaire, notamment chez les sujets jeunes, surtout les jeunes filles. Alors, quel traitement? Est-ce que on va procéder par un traitement médical ou la révascularisation carrément? En tout cas, le traitement médical est la base pour tous les patients. Alors, il repose sur quoi? Sur les IEC, les ARAD qui sont vraiment efficaces pour contrôler la pression artérielle et protéger les reins également. Mais ça nécessite également une surveillance de la créatinémie, de la calémie, surtout en cas de sténose bilatérale ou de sténose des reins uniques. On peut associer également avec des inhibiteurs calciques si besoin, des statines, des antiagrégats selon les indications et conseiller nos patients à arrêter du tabac. Donc, il faut savoir qu'on ne dilate plus systématiquement une sténose de l'artère rénale d'origine athéromateuse. Pourquoi? Parce que il y a eu des grands essais randomisés qui ont conduit sur ces sujets au cours des 20 dernières années et ces essais vraiment n'ont pas montré des bénéfices de la révascularisation systémique par rapport à un traitement médical bien conduit, que ce soit sur la fonction rénale, sur les contrôles tensionnaires ou même sur la mortalité. On n'a pas eu de bénéfices sur cela, sur la révascularisation systématique devant une sténose athéromateuse. Mais par contre, la dysplasie fibromusculaire qui touche des patients plus jeunes sans athérome diffus répond par contre très bien par exemple à une simple angioplastie avec des taux de guérison ou d'amélioration tensionnelle nettement supérieurs. Donc, la décision de révasculariser nos patients
va dépendre surtout de la cause de la sténose, pas seulement de sa présence. Message clé à retenir devant une sténose athéromateuse, les traitements médicaux optimaux restent la base. Donc là, il faut retenir. Et la revascularisation se discute au cas par cas. Alors, quelle est la deuxième cause de la maladie rénale qui entraîne une hypertension artérielle, donc dans les reins coupables? On distingue 4 grandes familles de la maladie rénale responsables d'une HTA par atteinte du parenchyme rénal. Il faut savoir que même si les causes sont différentes dans ces 4 grandes familles, elles conduisent toutes au même résultat. Il y aura les reins qui va éliminer moins les sels et qui va augmenter la pression artérielle. C'est le même mécanisme partout. Donc, la première famille est celle des glomérulopathies. Et ici, qu'elles soient primitives ou secondaires, toutes provoquent une HTA par diminution de l'expression du sodium et activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, la deuxième famille est l'ischémie rénale aiguë, par exemple un infarctus rénal ou une maladie des emboles de cholestérol. Ici, les reins interprètent en fait la baisse de la perfusion comme une hypotension et stimulent par la suite la sécrétion de la rénine, entraînant ainsi une HTA. La troisième famille regroupe les néphropathies héréditaires, notamment la polykystose rénale autosomique dominante. Et ici, l'HTA est souvent ainsi précoce. Pourquoi? Parce que parfois, le patient, c'est très précoce, parfois plusieurs années avant même de découvrir qu'il y a une insuffisance rénale. L'HTA, c'est vraiment un signe très précoce pour découvrir une polykystose rénale autosomique. Donc, enfin, au stade terminal de la maladie rénale chronique, ici, quelle que soit la cause, l'HTA est presque constante dans ces situations, en raison de l'incapacité du rein à éliminer le sodium et de l'eau. Donc, le message clé à retenir est que ces 4 familles qui se diffèrent par leur étiologie, mais ils ont les mêmes mécanismes physiopathologiques. Et ça va nécessiter un contrôle tensionnel précoce pour, je peux dire, ralentir la progression de la maladie rénale et réduire les risques cardiovasculaires. Alors, quels sont les principes de prise en charge selon les 4 grandes familles que je viens de vous dire? L'objectif ici n'est pas que les médecins généralistes ou les autres spécialistes qui ne sont pas dans le domaine de la néphrologie prescrivent eux-mêmes ces traitements spécialisés, mais l'objectif est qu'ils comprennent la logique pour mieux orienter leurs patients et diagnostiquer avec les néphrologues. Les principes communs à retenir, en tout cas qui traversent presque toute la néphrologie moderne, hein, ce sont les IEC et les ARAD qui protègent les reins au-delà même de leur simple effet sur la tension artérielle. Donc, leur mécanisme ici des ARAD et des IEC est de dilater l'artériole efférente, ce qui va réduire la pression à l'intérieur du filtre rénal et ralentir ainsi la cicatrisation progressive. Donc, cet effet protecteur des IEC et des ARAD est très, très indépendant de la baisse tensionnelle. Donc, cet effet a été démontré, hein, ça a été démontré de façon très solide dans les essais historiques, mais toujours d'actualité, je peux dire, sur les maladies rénales avec protéinurie. Donc, pour la polykystose rénale, un traitement plus récent est très spécifique, à savoir les tolvaptan, qui ralentit la croissance des kystes chez les patients dont la maladie progresse un peu rapidement. Qu'est-ce qui va faire cette molécule? Elle va bloquer un signal intracellulaire impliqué dans leur prolifération. Donc, ici, le tolvaptan n'est pas un traitement de première ligne généraliste, mais il est utile quand même que l'auditoire sache qu'il existe pour orienter les patients concernés vers un avis spécialisé adapté. Alors, la démarche diagnostique, quand est-ce qu'on doit évoquer une cause rénale devant une HTA?
En tout cas, je peux dire cette diapositive est probablement la plus utile de tout l'atelier pour la pratique quotidienne d'un médecin. Elle répond vraiment à la question très concrète. Devant quel patient je dois penser à chercher une cause rénale à son HTA? En tout cas, il ne s'agit pas de multiplier des bilans très coûteux chez tout hypertendu, non. Ce serait vraiment inutile. Mais il ne faut pas aussi laisser passer les situations à forte probabilité de causes rénales. Donc, l'objectif est de repérer les situations d'alerte. Déjà, devant un patient qui a l'hypertension avant ses 30 ans ou après ses 55 ans, sans antécédent, on cherche dans la famille, il y a les parents n'ont pas d'hypertension. En tout cas, cela doit faire évoquer une HTA secondaire, notamment une maladie rénale ou une sténose de l'artère rénale. Donc, par exemple, devant une aggravation brutale d'une HTA auparavant bien contrôlée, il faut rechercher une cause rénale. Devant une créatinémie élevée, présence de la protéinurie ou de l'hématurie, ce sont des marqueurs, en tout cas, directs d'atteinte rénale. Ici, l'HTA peut être la conséquence dans cette situation. L'HTA peut être, je peux dire, la conséquence de la maladie rénale plutôt que sa cause. Devant une hypokaliémie spontanée, devant une HTA résistante, malgré au moins 3 antihypertenseurs, dont un diurétique à dose optimale. En tout cas, c'est une indication classique pour rechercher une HTA secondaire. Ou devant un patient, je m'excuse, ou devant un patient qui présente un souffle abdominal ou un patient polyvasculaire. Cela évoque vraiment une sténose de l'artère rénale sur athérosclérose, par exemple. Une insuffisance rénale aiguë après l'introduction de l'IEC ou d'un ARAD ou des épisodes répétés d'édème aigu pulmonaire, des édèmes aigus pulmonaires flash. Ce sont des signes vraiment très, très évocateurs d'une sténose bilatérale des artères rénales ou sur un rein, une sténose sur un rein fonctionnel unique. En tout cas, en pratique, ces signes doivent faire sortir les patients du cadre d'une HTA essentielle et conduire à un bilan étiologique ciblé et enfin d'identifier une cause potentiellement traitable et de préserver la fonction rénale. Je vous ai proposé ici un algorithme très, très simplifié des bilans étiologiques à demander. En tout cas, cet algorithme traduit en pratique tout ce qui vient d'être expliqué. Il donne une démarche à suivre très simple. Il faut demander les bilans étape par étape. Donc, qui peut être applicable dans notre contexte où l'accès à l'imagerie spécialisée peut être limité. Donc, on doit commencer par identifier d'abord les patients qui présentent un ou plusieurs signes d'alerte. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont nécessiter un bilan étiologique. Ensuite, on réalise un bilan des premières intentions, à savoir une simple créatinémie avec, bien sûr, une estimation du DFG, faire une bandelette urinaire, faire un ionogramme sanguin. Ce sont des examens très simples comme ça qui permettent de dépister une atteinte rénale. Alors, si on retrouve maintenant une anomalie, on poursuit avec les explorations. Par exemple, par une échographie rénale associée par un écho-doppler des artères rénales afin de rechercher une anomalie morphologique ou vasculaire. Alors, ici, les patients sera adressé par la suite au néphrologue pour compléter un bilan étiologique ciblé et adapté à la prise en charge. Donc, le message principal à retenir ici, c'est quoi? Et qu'il faut avancer étape par étape, cher ami. En commençant par des examens très simples avant de réaliser des explorations plus spécialisées. En tout cas, ce n'est pas seulement une question de moyens ici, hein. C'est la démarche recommandée même par les guides pratiques cliniques internationaux. Ce sont eux-mêmes qui nous déconseillent de multiplier les examens de seconde intention avant d'avoir objectivé une anomalie de la première ligne. Donc, parlons maintenant des nouveautés
des nouvelles recommandations des KDIGO 2024 sur les cibles tensionnaires dans la maladie rénale chronique. Donc, le message principal qu'on doit retenir dans cette recommandation est qu'il faut viser une pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure, mais seulement si cette cible est bien tolérée et surtout si la mesure est réalisée de façon standardisée au cabinet, comme Dr Mounir nous avait expliqué. Donc, en pratique courante, par exemple, où la mesure est souvent moins standardisée, un objectif, il nous recommande un objectif inférieur à 130 mm de mercure, qui est vraiment plus réaliste et plus sûr. Alors, sur les plans thérapeutiques, il nous recommande quoi? En présence d'une albuminurie, les ISC et les ARAD restent vraiment les traitements de première intention et doivent être titrés jusqu'à la dose maximale tolérée pour optimiser la néphroprotection. Donc, ils nous disent, à l'absence d'albuminurie significative, d'autres classes antihypertensives, notamment les inhibiteurs CAT6, les diurétiques thiazidiques, sont également des options adaptées selon les profils du patient. Enfin, il est important de rappeler que la cible des 120 mm, en tout cas, c'est très difficile. Bon, même si elle repose essentiellement sur l'étude des sprints que nous connaissons. En tout cas, ça reste à débattre. Donc, elle doit donc être individualisée, notamment chez les patients âgés ou fragiles, en tenant compte du risque d'hypotension, par exemple, des chutes ou de leur espérance de vie. En tout cas, les bons messages que moi, j'ai retenus dans cette recommandation est de ne pas cibler un seuil de 120 mm chez tous nos patients, mais de trouver le meilleur équilibre entre les bénéfices cardiovasculaires, la protection rénale et la tolérance. Alors, maintenant, les recommandations sur les plans thérapeutiques. Bon, les recommandations des KDIGO, là, en tout cas, elles élargissent vraiment notre arsenal de néphroprotection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la prise en charge ne repose plus uniquement sur les blocages du système rénine-angiotensine. Il y a maintenant la stratégie qui est désormais multimodale et progressive. Normalement, ils nous disent qu'il faut commencer par NISC ou ARAD, qui reste vraiment la pierre angulaire, je peux dire, tout en maximisant la dose tolérée et en surveillant la créatinémie et la calémie. Donc, les inhibiteurs, ils nous disent d'ajouter les inhibiteurs des SGLT2 qui constituent ensuite un traitement de fond. Pourquoi? Parce qu'il ralentit la progression de la maladie rénale chronique avec ou sans diabète. Et ils nous disent si l'albuminurie persiste malgré ces traitements, on doit ajouter la finérenone qui apporte vraiment un bénéfice rénal et cardiovasculaire supplémentaire chez les patients éligibles. Enfin, les agonistes des GLP-1 occupent aussi une place croissante, notamment chez les patients diabétiques et en surpoids. Donc, grâce à leurs bénéfices qu'on a constatés cardio-rénaux et métaboliques. L'idée importante est donc, je peux dire, de ne plus s'opposer, de ne plus opposer ces traitements, mais de les associer de façon raisonnée. Donc, en complément, bien sûr, des mesures hygiéno-diététiques, par exemple la réduction du sel, activité physique et encourager nos patients à arrêter les tabacs. Et ça va vraiment offrir une protection rénale maximale. Alors, que dire dans notre contexte des ressources limitées en Afrique? Dans notre contexte en ressources limitées, notre objectif serait de faire une médecine efficace. Et une médecine efficace, je peux dire très pragmatique et réaliste. D'abord, sur les plans diagnostiques, il faut privilégier les examens qui apportent plus d'informations pour les moindres coûts, par exemple l'écho-doppler rénal et la biologie de la base comme la créatinémie, la protéinurie, l'ionogramme sanguin. En tout cas, tous ces examens suffisent dans la majorité des situations, par exemple,
Alors que les examens, on peut dire, les examens très spécialisés doivent être réservés à des indications très, très précises. Ensuite, pour améliorer l'observance, il est vraiment essentiel de choisir des schémas thérapeutiques très simples, avec les moins des prises quotidiennes possibles, par exemple, tout en anticipant les ruptures d'approvisionnement. En tout cas, concernant les suivis biologiques, en tout cas, il doit être adapté aux possibilités réelles du patient, cher ami, sans renoncer au contrôle indispensable de la fonction rénale et de la calémie. En fait, il est important de mettre en place des filières de référence claires vers un centre de néphrologie pour les situations très, très complexes ou résistantes. En résumé, qu'est-ce que je peux dire dans notre contexte en ressources limitées? La priorité n'est pas de faire plus d'examens, mais de faire les bons examens, et de simplifier la prise en charge et d'assurer un suivi réaliste. Maintenant, avant de conclure, j'avais 2 cas cliniques à vous présenter. Si j'ai pas parlé, si vous m'avez bien suivi. Je vous présente Docteur ces cas. Liliane, Oui, euh, on, ouais, on va aller un tout petit peu vite sur les cas cliniques. Peut-être prendre un seul oui. cas si ça perturbe pas votre... D'accord. Et d'ailleurs, on va pas discuter. Je vais juste vous présenter et puis on va répondre. La personne qui a la réponse, il va nous donner sur les chats. Donc, D'accord, je vous merci. présente un homme de 58 ans, tabagique connu, polyvasculaire, qui est suivi pour une HTA traité par 3 classes d'antihypertenseurs, dont un diurétique à dose optimale. La pression reste autour des 168 sur 98 et il présente un souffle abdominal à l'examen. La créatinémie s'est élevée à 20% après l'introduction d'un IEC il y a 2 mois. La question, quelle cause rénale d'HTA faut-il évoquer en priorité et pourquoi? Quel bilan des premières intentions proposez-vous? Donc, si vous m'avez bien retenu, vous pouvez répondre sur les chats ou vous allez donner votre réponse pendant la discussion. Deuxième cas, une femme de 34 ans, sans antécédents connus, se présente pour des céphalées violentes et des troubles visuels depuis 24 heures. La pression artérielle autour de 220 sur 130. On fait les fondaires, on retrouve une rétinopathie hypertensive stade 4. La biologie montre une créatinémie très élevée, une thrombopénie et la présence des schizocystes. Alors, quel diagnostic évoquerez-vous? Quel est le geste à éviter à ce stade? Comment adapter la vitesse de la baisse tensionnaire? Donc, vous allez nous répondre par les chats ou pendant la discussion. Maintenant, en conclusion, lorsqu'on est devant une atteinte rénale et une hypertension artérielle, on doit se demander, est-ce que c'est les reins coupables ou les reins victimes? En tout cas, cette distinction n'est pas toujours simple à trancher en pratique et il est normal. Même les spécialistes reconnaissent cette difficulté dans des formes un peu évoluées. Donc, la biopsie rénale peut parfois aider à trancher, mais jamais en situation aiguë et jamais avant la normalisation de la tension et seulement si la maladie rénale n'est pas déjà trop avancée. Mais il faut retenir, quels que soient les mécanismes initiaux, coupables ou victimes, le contrôle tensionnel précoce reste le seul geste dont les bénéfices est constaté dans toutes les situations. Donc, les messages clés à retenir avant de terminer. Le premier message, l'atteinte rénale ne touche que 5 à 10% des hypertendus, mais elle est très, très grave. D'où l'intérêt d'un dépistage systématique, par exemple de la créatinémie, de la protéinurie chez tout patient hypertendu, quel que soit son âge ou son activité d'HDA. Deuxième message est celui qui peut vraiment sauver une patiente ou une patiente, donc la vie des patients, devant une pression diastolique très élevée associée à des céphalées, à des troubles visuels ou à des signes rénaux aigus.
pensez immédiatement à la népho-angiosclérose maligne. En tout cas, c'est une urgence vitale à ne jamais manquer. Alors, troisième message, c'est l'outil clinique le plus utile à l'absence de biopsie. L'ancienneté de l'HTA par rapport à l'atteinte rénale reste les meilleurs arguments pour orienter entre rein coupable et rein victime. Et le dernier message, c'est lui de l'actualité pratique. En fait, les recommandations des CADIGO 2024 rapprochent les cibles tensionnaires en cas de maladie rénale chronique et élargissent vraiment notre arsenal néphroprotecteur avec notamment les inhibiteurs des SGLT2 et la finérenone. Rappelez que ces évolutions reposent sur des essais randomisés robustes qui ont changé vraiment la pratique de façon très mesurable et non sur une simple évolution d'opinion d'experts. Merci pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Dr Kombo, pour cette brillante présentation. Moi, je retiens rein coupable, rein victime. Ça me parle, ça. En fait, c'est une approche qui explique tout. C'est un peu l'interminable discussion de l'œuf et la poule qui est à l'origine de qui. Mais je pense avec tout ce que Dr Kombo nous a expliqué, une bonne approche physiopathologique, une compréhension même de la physiopathologie et un bon flair clinique peut nous aider à nous en sortir de cette situation. Alors là, avant de passer dans la discussion, donc je vais passer la parole à Dr King Grace, qui est membre de la coordination de Motema 24 à partir du Cameroun, qui va nous donner quelques communiqués en 2 minutes. Allez-y, docteur, si vous êtes dans la salle. Merci pour la parole donnée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux aînés, aux collègues et aux juniors. Moi, c'est Dr Grace King et je suis cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé. Donc, les communications que j'ai à passer, je ne serai pas longue, concernent essentiellement la présence de Motema 24 sur les plateformes numériques que sont Facebook et YouTube. Donc, c'est pour demander aux participants à cette session de s'abonner à la page Facebook pour ne rien manquer de l'actualité Motema, que ce soit les différentes thématiques que nous allons aborder au courant de l'année et dans les années à venir, ou la programmation des différentes sessions afin que vous soyez toujours à la page. Également, sur la chaîne YouTube, nous allons mettre les enregistrements des différentes sessions Zoom afin que ceux qui ont manqué les présentations, qui sont venus en retard ou qui tout simplement ont envie de revisionner les différentes sessions puissent y avoir accès. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Dans le chat, nous vous avons envoyé un lien pour tous ceux qui aimeraient éventuellement avoir un certificat de participation à nos sessions de formation ou qui tout simplement aimeraient avoir les brillantes présentations de nos maîtres et collègues pour pouvoir réviser par la suite. Remplissez le formulaire, le lien est dans le chat et vous pourrez recevoir par mail la présentation. Merci et bonne suite de session. Merci beaucoup, docteur. Alors, sans transition, passons aux discussions. Alors, je voudrais être vraiment ferme et précis sur ça. Nous n'aurons que 20 minutes, c'est 20 minutes de rigueur. Et j'ai même tendance à vouloir réduire un tout petit peu. Alors, restons sur ces 20 minutes. La règle est simple. On va prendre que une question par personne et la question doit être posée en moins d'1 minute. Donc, si vous avez des compléments à faire, tout ça, je pense qu'on n'a plus assez de temps pour ça. Allez-y droit à votre question et je pense qu'on va adopter l'approche. Vous posez la question et notre speaker répond directement. Donc, allons-y sur 20 minutes. La parole est à qui veut la prendre. Donc, je vais essayer de valser oral, chat, pour voir comment on pourra avancer. Vraiment, après 20 minutes, nous serons obligés de tout arrêter pour ne pas abuser de votre temps. Alors, on y va. La parole est à qui veut la prendre.
Je vais voir s'il y a des Oui, mains levées. docteur, je Oui, peux parler. allez-y, allez-y. En fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller tout droit au but. C'est pas vraiment une question, mais je vais me défendre quand même. Je suis médecin, je fais la médecine nucléaire. On a parlé dans le bilan, notamment, on a beaucoup plus insisté sur les bilans biologiques et imagerie morphologique, mais je voulais un peu apporter un bilan, en fait, bon, qu'on ne parle pas beaucoup. En fait, c'est la scintigraphie rénale, surtout la scintigraphie rénale avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. En fait, sur un autre néphrogramme, bon, hein, pour la médecine nucléaire, c'est un examen qui est accessible, c'est pas très compliqué. Certes, on n'en parle pas assez, mais c'est un examen qui peut apporter des informations, en fait, très, très intéressantes par rapport à distinguer une hypertension d'origine rénale et une autre, et les autres, en fait, types d'hypertension. Donc, je vais dire les hypertensions essentielles, comme on dit souvent. Donc, la scintigraphie rénale va vraiment permettre non seulement de montrer qu'il y a une atteinte rénale, mais ça va aussi montrer, en fait, les répercussions, notamment sur la fonction rénale, parce que la scintigraphie, surtout actuellement, associée au TEDEM, donc à la TEDEM, pardon, donc qu'on dit SPECT TEDEM, ça permet en fait de montrer en même temps la fonction et la morphologie avec les scanners qui vient apporter en fait une précision anatomique. Donc, je pense que la prochaine fois, on aura le temps d'en parler. Quand je finirai ces réunions, on aura la plateforme pour peut-être en parler davantage. Mais c'est ce que je voulais apporter, surtout dans la distinction, la médecine nucléaire garde cette place quand l'imagerie ne sait pas répondre correctement ou l'imagerie morphologique, alors je dirais l'imagerie fonctionnelle apporte ça. Merci. Merci, docteur. C'est un commentaire. Donc, souffrez, docteur Liliane, que je vous passe pas la parole. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole je sais pas, c'est docteur, c'est marqué Fariala. Docteur Fariala, Oui, allez-y. c'était une excellente présentation. J'ai juste une courte question. Première chose, l'écho Doppler, est-ce que c'est tout laboratoire qui peut le faire ou bien il y a un certain degré d'entraînement? Et parce que les dangers de l'écho, c'est tout le monde veut le faire, même s'il n'est pas entraîné. Deuxième question, la polykystose familiale, est-ce qu'il y en a beaucoup en Afrique ou pas? Parce que je n'ai aucune idée, je n'ai jamais travaillé en Afrique. Ok, docteur Liliane, allez-y. Oui, merci docteur pour l'intérêt. La première question, en tout cas, nous, on a voir, lorsqu'on a besoin de l'écho-Doppler, ici, par exemple, là où je suis à Dakar, il y a tous les labos, donc parce qu'il y a des médecins radiologues qui supervisent presque tous les labos. Et à Kisangani, par exemple, il y a aussi également des médecins radiologues qui peuvent le faire. Mais dans tous les labos, là, je ne sais pas. J'ai eu aussi un cas, par exemple, là où j'ai presque le radiologue qui est là, elle m'avait dit carrément, docteur, moi, je ne fais pas l'écho-Doppler. Il faut envoyer. Je n'ai pas fait vraiment une spécialité sur l'écho-Doppler. C'est pas dans tous les labos. La deuxième question, je n'ai pas une prévalence de la polykystose rénale en Afrique. Je n'ai pas encore vérifié là-dessus, mais il y a des cas de polykystose. Cette année, je peux dire, euh, en consultation, j'ai eu au moins plus à 10. Et dans les centres là où je presse, il y a au moins 4 patients qui sont en dialyse à cause de la polykystose rénale. Et les patients là, il y a 2 de la même famille, il y a 4 encore de cette même famille qui sont en stade de l'insuffisance rénale chronique. Bientôt, ils vont commencer la dialyse. En tout cas, je n'ai pas une prévalence vraiment tout de suite de vous donner en Afrique, mais il y a quand même des cas de polykystose rénale. Merci. Top. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour cette réponse. Je vais prendre. Il n'y a toujours pas de questions dans le chat, je n'ai pas encore vu. Alors, nous donnons Moi, j'ai la une parole. question, s'il vous plaît. Allô? C'est docteur. Borel. Ok.
je vous passe exceptionnellement la parole. Peut-être passer par le lever des mains, comme ça on prend systématiquement. Et Allez-y j'avais pour levé la main votre depuis, seule mais vous question. n'avez pas vu. C'est pour ça. D'accord, allez-y OK, alors, allez-y. d'accord. Je remercie le docteur pour sa présentation. Je suis cardiologue et j'ai une question au fait. Chez les patients qui sont hospitalisés souvent pour l'insuffisance cardiaque, il y en a plein qui ont une altération de la fonction rénale et on sursoit souvent le l'IEC ou l'ARA2 parce qu'on ne sait pas si c'est une acutisation aiguë de sa fonction rénale ou bien si c'est une insuffisance rénale chronique. Moi, je voudrais savoir pourquoi les IEC ou ARA2 ne sont pas indiqués dans l'insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique. Merci. Et comment faire la différence entre un patient qui a une IRC ou bien une accusation de sa fonction rénale aiguë sur l'IRC? Merci. Bon, nous prendrons que la première question et la deuxième question, on pourra y revenir si on a un peu plus de temps. Parfait. Allez-y, docteur. Brève question, D'accord. brève réponse. Allez-y. Alors, souvent dans cette situation, quand on sursoit l'IEC ou ARAD, parce que le néphrologue n'a pas encore objectivé si c'est un épisode aigu. Ça revient, c'est pas, moi je pense que c'est la même question, les deux questions, euh, elles ont toutes un lien. Parce que si un patient vient, on ne connaît pas si il est suivi en néphrologie, par, il a une insuffisance rénale, des découvertes par exemple récentes, et sous IEC, ben, on va arrêter momentanément parce que l'IEC et ARAD va aggraver son insuffisance rénale par les mécanismes, peut-être, vous allez voir, j'ai expliqué les systèmes rénine-angiotensine. Je peux vous dire, lorsqu'il y a une insuffisance rénale aiguë, par hypoperfusion, bien sûr. Alors, l'hypoperfusion, les reins, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont des mécanismes naturels que Dieu nous a donnés. Il va faire en sorte d'ouvrir, d'élargir l'artériole, les artérioles afférentes pour recevoir beaucoup plus de sang, pour être irrigué, et il va fermer au niveau de la sortie, les artérioles efférentes. Mais qu'est-ce que les IEC va faire? Ça, c'est un mécanisme physiologique qui est naturel d'autodéfense pour qu'il n'y ait pas une nécrose ou bien une aggravation de l'insuffisance rénale. Le rein cherche à se sauver. Il ouvre les artères, les artérioles afférentes pour recevoir assez de sang et il ferme au niveau de la sortie des artérioles efférentes pour ne pas empêcher, pour concevoir ce qu'il a reçu. Donc, parce qu'il y a une hypoperfusion en avant. Alors, les IEC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, vous savez tous, il va faire quoi? Il va élargir. Il va faire une vasodilatation au niveau efférence. Donc, du coup, les reins va faire quoi? Va céder tout ce qu'il a, il a reçu comme irrigation et du coup, il va continuer à souffrir. Et au niveau en aval, au lieu d'élargir, il va faire une vasoconstriction des artères, les artérioles afférentes. Et du coup, les reins ne vont plus recevoir les sangs par automécanisme qu'ils devaient avoir et ça va aggraver l'insuffisance rénale. Les messages que nous, les néphrologues, on dit, on conseille dans cette situation est d'arrêter l'IEC momentanément. Ce n'est pas d'arrêter les IEC ou ARAD définitivement, d'arrêter momentanément, de sortir d'abord les patients dans cet épisode aigu et trancher si c'est une insuffisance rénale chronique ou c'est aigu avec une acutisation, comme vous avez dit. On cherche d'abord les facteurs acutisants, on les traite et après on va réintroduire les IEC et les ARAD. Ok, merci docteur pour cette réponse. Je vais dans le chat. Docteur Sengui demande entre enalapril et captopril qui est plus puissant en néphroprotection. Alors déjà, captopril, docteur Dia, je me rappelle bien, si vous voyez sa présentation, il nous a pas conseillé les captopril. Donc, et il nous avait dit entre les IEC et les ARAD, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment une prévalence captopril et enalapril, mais ce que je sais que c'est captopril est de moins en moins utilisé. Et il n'y a pas une différence
statistiques entre RAD qui est fort ou IEC. Docteur Mounir Dia nous avait très bien expliqué au cours de sa présentation. Merci. Parfait. Merci. Donc, il me reste 8 minutes. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4 questions sans assurer qu'on donnera la réponse séance tenante. Donc, je commence par docteur Mouneka Sylvain. Allez-y. Ensuite viendra professeur Osinga Bassanja, docteur Joël Jean et docteur Arsène va clôturer. Donc, on prend les questions et on pourra répondre jusqu'au moment où les 8 minutes s'épuiseront. Allez-y. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je demanderai à docteur si les malades que nous avons reçus pour l'hypertension artérielle, et on a découvert à travers nos différents examens de paracliniques réalisés que la cause, c'est une insuffisance rénale aiguë. Et les patients ont reçu des séances de dialyse et ça s'est amélioré et puis il y a eu stabilité de la tension. À ce moment-là, lorsque la tension est redevenue stable, est-ce que ça sera nécessaire toujours de mettre les patients sous antihypertenseur? Et si on le met sous antihypertenseur, c'est pourquoi? Voilà ma question. Bon, en tout cas, j'ai pas bien saisi la question. Je vais vous répondre. Si je comprends bien, un patient qui est venu pour l'insuffisance rénale, on ne sait pas si c'est chronique ou pas, la cause de la dialyse. Ce que j'ai entendu est qu'on a dialysé la personne et après, il y a eu une amélioration de sa pression artérielle. Est-ce qu'on doit continuer avec les antihypertenseurs ou pas? Bon, Oui, là, c'est ça. oui, c'est ça. Oui, docteur. Non, l'HTA, on a dit les traitements, c'est à vie. Et lorsqu'on a arrêté momentanément les IEC, c'est pour prendre en charge les facteurs accutisants de notre patient. On prend en charge tout. Et si c'est bon, on réintroduit l'hypertension. Même si l'hypertension est stable, donc la pression artérielle est stable, les recommandations nous disent il faut continuer. L'objectif, c'est de stabiliser la pression artérielle. Ce n'est pas, si c'est stable, on arrête l'hypertension artérielle et qu'on attend encore lorsque ça va augmenter, on réintroduit. Non, c'est pas ça le principe des traitements. L'objectif est d'introduire l'antihypertenseur, même si la pression artérielle est stable entre 12, tout ça. On doit continuer avec cette dose, avec l'antihypertenseur. C'est ça l'objectif de stabiliser la pression artérielle de nos patients. Top. Merci. Je sais pas, la deuxième personne, c'était professeur Osinga, je pense, hein. Ensuite, ça sera Oui. docteur Joël. Ah, je vois que c'était Joël, docteur Joël Djunguluka. Merci d'avoir changé le nom. Allez-y, prof. La En, connexion. en attendant que le prof nous rejoigne, alors nous Mm. passons la parole à docteur Djunguluka. Allez-y. Je reviendrai sur le prof. Merci beaucoup pour la parole accordée. Merci à Dr Liliane pour sa présentation. Ma question, c'est, Dr Liliane, vous avez un patient qui vous vient, il a une HTA, mais par contre, il a une sténose de l'artère rénale avec une protéinurie qui est néphrotique. Quelle classe d'antihypertenseur vous préconisez en première intention? Dans ces cas pareils. D'accord. Un patient qui a... Merci, docteur. Merci pour l'intérêt. Donc, un patient, si je comprends, un patient avec HTA causé par donc une sténose qui entraîne HTA avec un syndrome néphrotique. C'est ça la question, docteur Joël Djunguluka. Quel antihypertenseur? Allô, docteur Djunguluka? Oui, je vous écoute, docteur. Vous avez une sténose de l'artère rénale avec une protéinurie qui est néphrotique, c'est-à-dire vous avez une protéinurie qui est massive, une protéinurie néphrotique qui entraîne également une HTA. Et dans ces cas, par des mesures de néphroprotection, quel antihypertenseur que vous préconisez en première intention? Oui, merci, j'ai compris maintenant. Dans la présentation,
les recommandations internationales nous disent il faut commencer par les IEC. Les IEC associés, par exemple, donc les patients à un antihypertenseur, nous avons vu, il a une HTA, nous avons vu, et on nous a conseillé les recommandations, il faut commencer par les bithérapies. Déjà, là, je n'entre pas dans les syndromes néphrotiques et tout ça. HTA, il faut commencer par une bithérapie. Maintenant, les antihypertenseurs recommandés, c'est les IEC et les ARAD en première intention, comme néphroprotection. Donc, avec un syndrome néphrotique associé, il faut faire la biopsie. S'il y a l'indication, si la pression artérielle est stabilisée, on fait la biopsie pour investiguer sur son syndrome néphrotique. Maintenant, les antihypertenseurs recommandés, et c'est à vous, mais ici, ce qui est recommandé, il faut chercher les antihypertenseurs à visée néphroprotecteur. Par exemple, les IEC et les ARAD. Est-ce qu'il faut commencer avec monothérapie? Les recommandations nous disent qu'il faut commencer par bithérapie. Maintenant, si le patient est stable sur la pression artérielle et qu'il y a un syndrome néphrotique, on doit commencer par les IEC. C'est ce qui est recommandé. Ou Merci ARAD. beaucoup, docteur. Merci pour la réponse. Je vais lire un message sur le chat en attendant que docteur Arsène, votre question est toujours d'actualité. Je vois que vous avez baissé la main, mais ça a été déjà posé. Donc, je lis un message dans le chat, hein, ça bouge au campus central. On nous dit, bon, félicitations docteur Liliane pour la présentation. Depuis campus central à l'université de Kisangani, nous sommes hyper connectés avec mes collègues étudiants. Donc, ça bouge de ce côté-là. Docteur Arsène, allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Félicitations, docteur Liliane, pour la belle présentation. Moi, je voulais poser la question par rapport à l'indication des inhibiteurs de la SGLT2. Est-ce que sont-ils indiqués en cas d'insuffisance rénale aiguë et en cas de maladie rénale chronique? Lorsque on est au dernier stade, est-ce que faudra-t-il le prescrire, oui ou non? C'est ça ma question. Merci. D'accord. Merci. Merci, docteur Arsène, pour l'intérêt. Déjà, je commence par la dernière préoccupation. En stade terminal, si on met ça à visée néphroprotecteur, ce n'est pas indiqué. En tout cas, les études montrent après, si notre patient a un taux de début de filtration autour des 25 et 15, il faut déjà penser à arrêter. Ce n'est pas indiqué. Inférieur, si les patients ont un DLG inférieur d'autres, ils disent inférieur à 30 ou inférieur à 15. Donc, autour de 20 et 15, il faut déjà penser à arrêter les inhibiteurs SGLT2 à visée néphroprotecteur. Alors, la première question, c'était est-ce qu'on peut les prescrire devant une insuffisance rénale? Oui, parce que ça, ils ont des mécanismes différents. J'ai répété ici, les IEC, on arrête en cas de l'insuffisance rénale aiguë. J'ai expliqué les mécanismes. Mais les inhibiteurs à SGLT2, ils n'ont pas les mêmes mécanismes que les IEC. La seule raison qu'on arrête les IEC ou les ARAD devant une insuffisance rénale aiguë momentanément, c'est celle que je vous ai expliquée tantôt. Merci. Ok, merci docteur. Professeur Osingaïla. Sinon, je lis dans le chat, on vous félicite pour la très bonne, la belle présentation et la personne répond pour le premier cas, donc les cas cliniques, les reins sont coupables et le deuxième cas, les reins sont victimes. Et une dernière question dans le chat, le temps de voir. La régie vient de me dire qu'on peut aller jusqu'à 18h10, donc on a encore 9 minutes de plus. Merci beaucoup. La question qui est dans le chat, quelle est la meilleure association chez un patient avec insuffisance rénale? Est-ce que c'est IEC-ARA plus thiazidique ou IEC-ARA inhibiteur calcique? D'accord. En tout cas, c'est une très belle question. Et souvent, on nous dit pourquoi vous avez arrêté
IEC et vous avez arrêté IEC ou arrêté avec thiazidique. Donc, ça dépend, hein. On nous a expliqué au cours de la dernière session, l'important, c'est de commencer avec une bithérapie. Donc, les choix, ça nous revient, c'est au cas par cas. Par exemple, il n'y a pas de meilleur, je ne peux pas dire une association qui est meilleure. Toutes les deux associations, c'est applicable chez nos patients. C'est au cas par cas. Par exemple, diurétique thiazidique, par exemple, tu vois ton patient, moi j'associe souvent IEC avec thiazidique chez les patients avec surcharge et tout ça, je sais que ça va aussi réagir. En tout cas, toutes les deux situations ou toutes les deux associations, il n'y a pas la meilleure plus que l'autre. C'est au cas par cas. C'est à vous de choisir si c'est ARAD associé avec thiazidique, il y a une stabilisation de la pression artérielle de ton patient, tu le mets. Et si c'est une association avec inhibiteur calcique, vous le mettez. En tout cas, c'est au cas par cas. Il n'y a pas une meilleure plus que l'autre. Merci. Merci, docteur. J'ai 8 minutes. Je peux encore prendre à la limite 2 questions. Alors, dans le chat, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'à l'oral, quelqu'un a une question? Je vois Dr. Faria a levé la main. Je ne sais pas s'il a un Non, c'est commentaire. une ancienne C'était la dame. même. Oui, oui. Mm. J'ai juste un petit commentaire et peut-être Ah, un une autre. Ah, réflexion. d'accord. D'accord. Parce que dans Allez-y. l'étude créole, on a montré que les trucs, l'association ARB ou bien S inhibiteur et bloqueur calcique est plus efficace par rapport au diurétique au niveau tensionnel. Est-ce que ça ne serait pas mis au niveau néphroprotection? Donc ça, c'est à voir. Et puis, entre S inhibiteur et les ARB, est-ce que vous avez eu des cas, parce qu'on parlait de l'angioédème chez les Noirs, est-ce qu'à Dakar, vous avez vécu ça ou pas? On en a plus avec les S par rapport aux ARB. Merci, docteur Faria. En tout cas, moi, depuis, je n'ai pas vécu ces cas. Peut-être on va rechercher, demander, chercher les études. En tout cas, dans ma pratique, je n'ai pas encore reçu ces cas. Merci pour l'ajout. En tout cas, pour moi, c'est au cas par cas. On va essayer d'investiguer, de faire des recherches là-dessus pour savoir quelle est l'autre qui est meilleur. Jusque-là, dans ma littérature, dans ma lecture, je n'ai pas encore trouvé vraiment un essai qui montre que l'association ARAD avec thiazidique est plus meilleure que l'association ARAD ou IS avec inhibiteur calcique. Merci. Merci. Docteur Faria, là, je vais vous revenir. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience, vu que probablement vous avez eu à gérer ça? Vous conseillerez l'association plus que d'autres ou bien? Pardon? Donc, je voudrais avoir un peu de votre expérience, si dans votre Non, pratique, parce vous que avez eu à voir ces non, situations-là, ou j'ai bien dit c'était ça juste parce une que question. l'étude Allez-y. créole a été faite en Afrique et il montrait que l'association ARA ou S inhibiteur avec bloqueur calcique est plus efficace que quand vous prenez un ARA ou S inhibiteur avec Avec diurétique. thiazidique. OK, thiazidique. C'est juste ce que je vais faire ressortir. D'accord. Donc, c'est une étude qui a Merci. été faite en Afrique créole, je crois, dans 6 ou 8 pays africains. Là. D'accord. Ok, on va approfondir sur ça. Docteur Liliane, vous voudriez ajouter quelque chose? C'est bon, hein, je pense. Non, c'est bon, on va faire. Merci, docteur, pour l'ajout. Ok, merci. Je vois que je n'ai plus de questions à l'oral. Je pense que docteur Joël, c'était une ancienne main. Je peux encore vous prendre. J'ai 4 Professeur minutes Osinga est parti, peut-être c'est la connexion. donc probablement. Hein. Hmm. Bien, je pense qu'on a pris tout le monde. Ça, c'est super. Maintenant, nous sommes à la fin de notre webinaire. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Encore une fois, un grand remerciement à notre speaker du jour. On voit carrément derrière la passion en néphrologie et il nous a passé des termes simples qui, pour nous autres qui sommes un peu loin et proches de Reims,
en prenant d'autres aspects. Merci beaucoup et merci à tout le monde pour avoir participé. Mais ce n'est pas moi qui vais clore ces webinaires. Je vais laisser la place à un aîné, docteur Manika, qu'on appelle affectueusement Mbuta Manika. Donc, il est membre de la coordination de Motema 24. Donc, je veux lui laisser la parole et en même temps, il clôturera la session. Merci. Docteur Manika, vous êtes là? Je pense probablement il n'est pas avec nous. Si je vérifie dans la file, là peut-être il a eu un souci euh, de connexion. Docteur Igor, on a une information des dernières minutes ou... Oui. Sinon, nous Allez-y. tenons à remercier sincèrement tous les participants. Nous remercions particulièrement Dr Liliane Combo Bobo, notre néphrologue, pour sa disponibilité et pour sa brillante présentation des hautes fractures qui nous a permis de pouvoir approfondir notre approche diagnostique et thérapeutique pour ce qui concerne l'HTA secondaire, précisément ici pour l'HTA d'origine rénale. Il nous a donné tous les astuces, tous les signes d'orientation et la démarche diagnostique thérapeutique pour que nous puissions poser le diagnostic, savoir qui est coupable. Alors, nous invitons tous les professionnels de santé, tous les participants à pouvoir capitaliser cette présentation pour pouvoir améliorer notre approche des patients HTA qui, pour la plupart des cas, sont porteurs d'HTA secondaire et il nous a donné tous les arguments diagnostiques pour pouvoir y arriver. Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude, nos sincères remerciements à Dr Wembolo Bruce pour sa disponibilité qui a pu nous assurer la modération de cette présentation. C'est un scientifique que j'ai toujours dit qui m'a beaucoup inspiré depuis le pays, depuis 2018. Nous avons une approche de sepsis SRIS, mais grâce à lui, nous étions mis à jour depuis 2018 dans l'hôpital du cinquantenaire où j'étais. J'étais comme chef de service des urgences et soins intensifs. Il a pu nous aider à nous mettre à jour et il nous accompagne dans la recherche scientifique. En tout cas, docteur Bruce Wemboloa, en tout cas, recevez vraiment nos sincères remerciements. Nous invitons donc tous les participants, ceux qui ne l'ont pas fait, parce que d'ici là, nous allons fermer la salle Zoom. Vous voyez le lien qui se trouve dans le chat. Cliquez sur ces liens et enregistrez-vous, parce que c'est à travers ces liens-là, votre présence va permettre à ce que nous puissions, au niveau de la coordination de Motema 24, vous donner, mettre à votre disposition le certificat de présence, le certificat de participation pour attester que vous avez suivi cette présentation et toujours via c'est les coordonnées que vous allez mettre en place, que vous allez rendre disponibles. Nous allons vous envoyer les différents supports, que ce soit les supports de présentation et les autres informations par rapport aux activités des Motema 24. Nous remercions la présence de tout un chacun de nous, toute équipe de la coordination pour la présentation, que ce soit nos collègues du pays, que ce soit nos collègues je vois ici du Cameroun avec Dr Grace, du Togo, Dr Cordelia, du Tchad, du Congo-Brazzaville avec Dr Rogue et les autres collègues qui se trouvent de par l'Afrique et de par le monde, Mbouta Manika, Mbouta Chabani, tous les collègues, nous voulons vraiment que à travers cette plateforme, dans un esprit de collaboration et dans un réseau en multipartenariat, contribuer à l'amélioration de la prise en charge de nos patients porteurs de maladies cardiovasculaires, pas seulement ça, mais aussi qui ont des atteintes systémiques, que ce soit infectieuses, que ce soit neurologiques, néphrologiques, comme docteur Liliane l'a dit lors de cette présentation gastro-intestinale, en tout cas tous les systèmes
que nous puissions tous, dans un esprit d'interdisciplinarité et dans le partage d'expériences, que nous puissions, spécialistes, médecins généralistes comme paramédicaux, contribuer vraiment efficacement à l'amélioration de la prise en charge de nos patients. Alors, les rendez-vous est fixé pour le 23 août, d'ici 2 semaines. Nous allons toujours poursuivre avec cette série de webinaires HTA. Ça sera la 3e session avec l'HTA d'origine endocrinienne, toujours dans cette série de présentations sur l'HTA secondaire. Nous allons aborder avec Dr. Pierre Timpama, qui est DS4 en endocrinologie, métabolisme et nutrition, qui va aborder sur la démarche diagnostique et thérapeutique de l'HTA d'origine endocrinienne. Donc, nous recevons souvent des patients, nous soignons juste, nous nous limitons juste à gérer la pression artérielle, à assurer des suivis, mais il y a certains patients qui peuvent avoir de l'HTA secondaire, que ce soit d'origine rénale, que ce soit d'origine endocrinienne et d'autres origines, même d'origine cardiovasculaire. Donc, nous vous invitons à être là, à passer les informations pour vos collègues pour que eux aussi puissent en bénéficier. Parce que nous le disons toujours comme d'habitude avec Motema 24, le cœur, c'est vraiment notre priorité. Le cœur, il assure les besoins de l'organisme, mais les systèmes aussi peuvent retentir sur le cœur. Donc, tous, dans un esprit de collaboration, venons nombreux le 23 août pour que nous puissions encore partager davantage d'expériences et nos connaissances. Merci beaucoup, Dr. Brice. Voilà le peu de mots que je voulais dire. Merci. Grand merci et moi je rebondis pour dire encore merci à tout le monde qui a participé et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci et au revoir. Au revoir, merci. Okay.
J'ai présenté, mais je me rappelle, j'ai vu qu'il est jeune, il a une réputation dans le classe. Et nous avons décidé